C'est une capitale inclassable et cosmopolite. Située dans l'hémisphère sud, sur l'estuaire du Rio de la Plata, Buenos Aires est une ville aux influences multiples, italiennes, espagnoles. Pourtant, il en est une qui saute aux yeux quand on se promène au nord de la ville, dans le quartier de la Recoleta. Ici, souffle fièrement un air de Paris. Avec ses avenues ombragées, ses façades haussmanniennes et ses hôtels particuliers d'inspiration Belle Époque, Buenos Aires a même gagné le surnom de Petit Paris du Sud. Cette histoire d'amour avec la France commence dans le centre historique de la ville, tout autour de la célèbre place de Mai. C'est là que siège la maison du gouvernement, la Casa Rosada. Andrés Bortagaray est architecte et descendant de ces premiers immigrés français venus du Pays Basque pour faire fortune en Argentine. Et quand il déambule sur la célèbre avenue de Mai, il retrouve ce sentiment d'ailleurs. Je pense qu'il y a un certain air parisien. Ça a à voir avec l'ambition de modernité de la ville. Mais c'est vrai que cette empreinte française reste toujours. Cette empreinte témoigne de l'histoire singulière de l'Argentine. Au tournant du XXe siècle, elle devient le pays le plus puissant d'Amérique latine. Sa richesse surpasse alors même celle de la France. En 1880, Buenos Aires devient la capitale de la jeune République argentine, indépendante depuis 70 ans. Son modèle sera celle qui fait rêver le monde, Paris, la ville lumière. Dans l'idée de la construction républicaine en Argentine, les idéaux de la Révolution française étaient bien présents. L'esprit républicain avait beaucoup d'influence. Et ça, c'est voyé dans les institutions, c'est voyé dans l'éducation, mais c'est voyé aussi, et ça voit encore, dans la physionomie de la ville. Comme Paris a eu son baron Haussmann, Buenos Aires doit sa transformation à la volonté d'un homme, Don Torquato de Alvear, le premier maire de la ville devenue capitale. Il décide de tourner le dos à l'histoire coloniale. Il va transformer Buenos Aires en un grand chantier. En quelques années, les bâtiments publics les plus imposants vont sortir de terre. De grandes avenues sont ouvertes pour aérer la ville et relier les lieux de pouvoir. Au bout de l'avenue Diagonal Norte, qui relie la place de Mai à la place Lavalle, en face du célèbre théâtre Colonne, siège le majestueux palais de justice. Ce bâtiment de style néoclassique est l'œuvre de Norbert Maillard, un architecte français, un pur produit de l'Académie. Dans le cas du palais de justice, par exemple, l'architecte était Norbert Maillard, un architecte de l'école des beaux-arts, mais le bâtisseur était italien et les matériaux provenaient de Belgique, d'Angleterre, la structure en fer peut-être de l'Allemagne. Il y a eu tout un mélange pan-européen. C'est à l'avant-garde de cette connexion pan-européenne qui s'est produite ici, premièrement, vers 1900, en Amérique du Sud. C'est unique à l'époque. En moins de 30 ans, la ville passe d'une grosse bourgade à une métropole de plus d'1 million d'habitants en 1910. Son identité cosmopolite se traduit par l'éclectisme des styles architecturaux. On n'avait pas la tradition de la pierre de taille, alors les maçons italiens bâtissaient et revêtaient les façades avec un stuc pierre en imitant la pierre de taille. La pierre de Paris, même avec les couleurs, c'est un stuc fait de sable, de ciment blanc et de pierre ou de briques moulées comme ça. C'est un peu ce stuc pierre, en imitation de la pierre de Paris, qui a donné cette atmosphère parisienne aussi à la ville. Durant cette belle époque, l'argent coule à flot en Argentine. Les grandes fortunes se bâtissent sur le commerce du blé, de la laine ou de la viande. Buenos Aires veut montrer au monde entier qu'elle est riche, cultivée et raffinée. Alors, elle décide d'organiser en grande pompe une fête pour le centenaire de son indépendance en 1910. Pour l'occasion, chaque pays européen offre un monument à la capitale argentine. Au nord de la ville, au cœur du quartier de la Recoleta, surgit aujourd'hui encore, au-dessus de l'avenue Libertador,
le cadeau de la France à Buenos Aires, ce monument d'art pompier représentant le génie humain guidant le peuple. Cette fête du centenaire, c'était l'opportunité de montrer les progrès de l'Argentine à travers non seulement l'exposition, mais aussi des invitations, des figures, des personnalités européennes. Dans le cas de la France, Georges Clemenceau. Et une fois de retour en France, il était très frappé par cette puissance, cette énergie de l'Argentine et particulièrement le développement de la ville de Buenos Aires. Il a dit que Buenos Aires était une grande ville de l'Europe. Après une épidémie meurtrière de fièvre jaune qui touche la ville en 1870, la nouvelle aristocratie déserte les quartiers sud de la ville pour se regrouper ici, dans le quartier neuf et huppé de la Recoleta. Les plus riches se font construire des hôtels particuliers, comme ceux de l'avenue Alvear, tous dessinés par des architectes français et transformés aujourd'hui en ambassades. En bas de cette avenue, se cache sur la place San Martín, dédiée aux héros de l'indépendance du pays, l'ambition démesurée d'un homme, José Clemente Paz, un influent patron de presse ayant en 1900 de sérieuses ambitions politiques, devenir président de la République argentine. Alors, il lui fallait une demeure à la hauteur. Il voulait une résidence qui puisse devenir une sorte de palais de l'Élysée ici à Buenos Aires. Cette salle comme celle-ci, c'était une salle d'apparat, une salle comme celle de Versailles, de l'escalier des ambassadeurs, pour recevoir les ambassadeurs. Alors, il a demandé des motifs des grands monuments français, comme une partie de la façade du Louvre, sur la façade principale, l'organisation générale spatiale et la composition générale du plan, suivant l'exemple du château de Chantilly. Et on trouve dans ces palais une combinaison de différents styles dans de différentes salles. Ce n'est pas seulement pour montrer l'ampleur et la richesse de l'architecture et de la décoration française, mais aussi pour donner cette allure patrimoniale, historique et pas des nouveaux riches. À Buenos Aires, tout ce qui est français est à la mode. Ce parfum de belle époque plane encore sur un lieu devenu la carte postale du Buenos Aires d'antan. Situé en plein centre-ville, sur l'avenue de Mai, le café Tortoni est l'un des premiers cafés de la ville. Sous ses verrières Art Nouveau, rien n'a changé depuis 1858. Fondé par un immigrant français, le Tortoni devait imiter l'atmosphère d'un célèbre café parisien, un autre établissement Tortoni situé sur le boulevard des Italiens. ¿Qué tal? Bonjour, Entonces, puede ser unas copas je pourrais avoir un verre de vin, s'il vous plaît? J'ai l'impression d'être à Buenos Aires, mais avec une ambiance parisienne. C'est tellement lié à l'identité de la ville que même s'il y a cet héritage, c'est bien approprié. Ça a gardé l'esprit, ce qui est rare, parce qu'à Buenos Aires, on a une tendance à détruire pas mal de choses, mais le Tortoni s'est sauvé. Donc c'est un endroit qu'on apprécie beaucoup. À la carte, les habitués peuvent toujours commander un vin rouge venu de France qui s'est bien acclimaté au goût argentin. C'est un Malbec qui était un cépage d'origine française qui en France n'avait pas forcément une bonne réputation. Et on disait que Malbec était un synonyme de mauvais bec, mauvais goût. Et on l'appréciait pas tellement à un moment. Alors qu'à l'Argentine, à cause du type de terre calcaire avec beaucoup de soleil, il s'est imposé aux autres cépages français qui existent toujours. Mais il a une qualité, il est particulièrement bon pour les becs. À l'époque, la réputation du Paris d'Haussmann repose aussi sur la beauté de ses grands parcs, comme le parc Monceau ou celui des Buttes-Chaumont. Buenos Aires est une ville qui respire, elle aussi, grâce à ses places arborées et à ses milliers d'arbres, qui abritent ses rues tracées au cordeau. Ce paysage urbain est l'œuvre de Charles Taïs, un paysagiste français qui métamorphose Buenos Aires quand il devient le directeur des parcs et jardins en 1891.
Avec ses bassins, ses serres et ses allées ombragées, le jardin botanique est un havre de paix au cœur du quartier de Palermo où aiment venir les amoureux des bancs publics et ceux des plantes. Quand Charles Taïs arrive dans notre pays, il n'a pas encore eu une carrière importante en France. Ici, c'est lui qui va asseoir les fondements de l'art paysager en Argentine, avec un style qui n'est pas uniquement français, classique et baroque. Son style est mixte, hybride, entre le paysagisme français et quelque chose de plus organique, comme le paysagisme anglais. Sur plus de 7 hectares, le jardin botanique offre un voyage à travers la flore des 5 continents. Mais les vedettes de Buenos Aires, ce sont les jacarandas, ces arbres aux fleurs violettes qui resplendissent durant leur floraison printanière. Charles Taïs va rester toute sa vie en Argentine et prendra même la nationalité du pays, mais n'oubliera jamais de rappeler sa patrie d'origine dans son jardin. Nous sommes ici dans notre petit coin parisien. Cette serre a été installée lors de l'exposition universelle de Paris en 1889, à côté de la Tour Eiffel, comme représentante de l'Art Nouveau. Un particulier l'a achetée et l'a faite venir à Buenos Aires. En 1897, Charles Taïs, qui est alors directeur des parcs et jardins, l'acquiert pour l'installer ici. En Argentine, Charles Taïs, devenu Carlos Taïs lors de sa naturalisation, fait figure de héros, car il a sauvé de l'oubli une plante devenue une religion nationale, la célèbre yerba mate, la plante à la base du maté, un genre de thé très populaire. Bonjour tout le monde, comment ça va? L'héritage de Charles Taïs reste en tout cas bien vivace. Conformément aux vœux du paysagiste français, ses héritiers ont créé une école d'horticulture dont les jeunes pousses entretiennent aujourd'hui les racines de leurs précurseurs français. Après la Première Guerre mondiale, l'histoire d'amour entre Buenos Aires et Paris s'étiolera et peu à peu, une autre puissance s'imposera comme modèle, les États-Unis d'Amérique. Mais au pied des buildings et des larges avenues, les quartiers nord de la ville ont su garder intacts les vestiges de cette passion passée entre Buenos Aires et la capitale française.